2023, c'est évidemment la vraie mort de Pierre Versin, alors que Jacques Chanson est mort en 2001. J'espère qu'il y aura une espèce de cérémonie un peu symbolique, une vraie réflexion autour de... Je crois qu'il y a encore pas mal de choses à faire sur le personnage, entre autres ses écrits qui n'ont pas encore été publiés. Je crois que la perspective historique qu'il a mise en place sur le domaine de la conjecture romanesque rationnelle, elle est toujours valable en fait. Vraiment, dans l'encyclopédie, s'il y a des articles qui sont, on va dire, périmés ou datés, la réflexion sous-jacente qui est présente dans cette œuvre, eh bien, elle est d'actualité encore aujourd'hui. On a parlé des camps, mais bon, il n'aimait pas en parler, et puis je comprends qu'il n'aimait pas en parler, donc en général, on n'en parlait pas, mais simplement, il a toujours gardé son numéro sur le bras, et il ne l'a jamais enlevé. Il y a des gens qui se sont fait enlever, lui, il ne l'a jamais enlevé, ce que je comprends très bien. Et il y avait eu en France, sous l'occupation, quelque chose qui s'appelait le STO, ça veut dire service du travail obligatoire. Et puis après, c'est venu le tour de Jacques, qui a dit, lui, moi, il n'est pas question que je parte travailler pour les Allemands, je vais aller rejoindre les Américains qui étaient à ce moment-là en Algérie. Il est donc parti à Perpignan, avec l'idée d'arriver à passer de l'autre côté. Et il s'est fait arrêter à Perpignan. Et puis de là, ils sont partis en wagon à bestiaux avec des Juifs et d'autres gens, d'autres déportés. Ils ont été jusqu'à Auschwitz. On a commencé à leur mettre un numéro sur le bras qu'on leur tatouait. Son numéro était 185 253. Et puis après, ils ont donc été en camp de concentration à Buchenwald. Et quelques temps après, quelques mois après, les armées soviétiques ont avancé et les Allemands, ne voulant pas se faire prendre le camp de Buchenwald avec les gens qui étaient dedans, ont déplacé le camp de Buchenwald pour le placer jusqu'à Flossenbürg. Et ils les ont fait transporter à pied. Et à un moment, ils étaient surveillés, bien sûr, par des soldats allemands. Mais mon mari, qui n'était pas encore mon mari, s'est effondré par terre. Et il a dit, je m'arrête là, je ne peux pas aller plus loin, c'est pas possible, j'ai plus la force, je ne peux plus marcher. Et l'Allemand, qui devait avoir, je ne sais pas, peut-être 45 ans, 50 ans, l'a relevé, a tourné son fusil du côté de la crosse, lui a mis la crosse dans le dos et lui a dit, je vais te pousser un moment, parce que j'ai un fils qui a ton âge à peu près, qui est sur le fond. J'espère revoir mon fils et je pense que quelqu'un t'attend. Excusez-moi, chaque fois que je raconte ça, ça me... Il l'a donc poussé un moment et puis après il est reparti. Et ils sont arrivés jusqu'à Flossenbürg. Et puis peu de temps après, les Tchèques ont libéré le camp de Flossenbürg. Mais une fois qu'il était revenu et qu'il était soigné, parce qu'il était bien entendu très malade, alors il se retrouve à Paris, on le soigne naturellement. Il va à l'hôpital et tout, et puis non, on le renvoie dans le Midi où il habitait, enfin ouais, c'est pas, sa mère habitait. Il a été pris en charge monétaire, si je puis dire, et un autre nom que je ne trouve pas, et qu'il a été envoyé à l'Aisin dans une clinique aux frais de la chaîne du Bonheur. Alors j'étais à l'Aisin comme secrétaire du Sanatorium universitaire international, c'est-à-dire comme secrétaire du docteur Vautier. Donc il a écrit écrit au docteur Vautier pour lui demander s'il connaissait des revues en Suisse où il pourrait envoyer des nouvelles pour se faire un peu d'argent. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Dans sa perception du présent, l'expérience qu'il avait faite dans sa vie, avec la résistance, avec la guerre, avec la déportation, avec Auschwitz, étaient des expériences qui expliquent sa perception du monde, sa crainte de l'avenir. Il avait vu le monstre de près. Le fait d'avoir passé à côté de la mort l'avait projeté dans le futur, qui était la seule possibilité. Mais d'abord, on a connu ça d'abord avant de, bien sûr, avant de faire le club. On était une fois fiction, donc les premiers numéros de fiction, je crois que c'était en 1952, quelque chose comme ça. Je suis pas très sûr de la date. Hein. On avait envoyé des nouvelles à Fiction, et il a publié dans Fiction, et moi j'ai publié une fois. Oui, tout à fait. Ils ont toujours travaillé ensemble. Ça a été une collaboration totale et permanente.
Elle amenait des livres, elle tapait ses manuscrits, elle collaborait activement, soit en écrivant, soit en retapant les pièces radiophoniques. Ils ont écrit ensemble justement quelques nouvelles. Avec la fondation à la fois du Club Futopia et le fanzine Ailleurs, ce qu'il a réussi à faire, la première chose, c'est à commencer à mettre en place un réseau qui sera à peu de choses près le fandom français, donc le groupement des fans français dans les années 50, et à devenir très actif là-dedans. Un article publié dans la revue Fiction de février 1957. Nous apprenons qu'il vient de se constituer à Lausanne un club d'amateurs de tout ce qui touche à l'étrange, aussi bien dans le domaine littéraire que dans ceux de la science et de l'art. Le nom de ce club est Futopia. Il vient de sortir le premier numéro de son bulletin Ailleurs. Le président de Futopia est l'auteur de SF Pierre Versin, dont nos lecteurs ont déjà vu la signature dans Fiction. Adresse, chemin de Primrose 38, Lausanne. On se réunissait une fois par semaine au pied de chez Manon et à l'époque il y avait un café en dessous. Je transportais des livres dans une charrette, où en général on transporte ses pommes de terre, pour faire une bibliothèque circulante. Les gens pouvaient emprunter des livres et les rapporter. Pour Ailleurs, bon, c'était lui qui écrivait les textes, moi j'en écrivais quelques-uns, il faisait les stencils et moi je tournais la machine, après il copiait, et puis après on les pliait en deux, on les agrafait. Bon, c'était tout un travail pratique, si vous voulez. Bon, ben, un soir, après le dîner, on se mettait à faire ça. Il y a eu plusieurs séries de revues d'Ailleurs. La première, demi-format A4, sortie en 1956. Jusqu'au numéro 46, et après, la revue a passé au format A4. Il s'agissait d'études, il s'agissait également de nouvelles, ou la mystification de la transparence, par Jacques Van Herk, et puis pour les érudits, par Pierre Versin, l'édition originale des derniers contes de Canterbury, de Jean Ray, etc. Voilà, Richard Schliemann, Frontispice. Et en même temps, sortaient des cahiers d'études d'Ailleurs qui étaient demi-format A4, mais dans le sens de la hauteur. Alors, c'était là uniquement des études. Ensuite, il y a une autre série d'études qui était le grand format A4. C'était une revue, comme ça, illustrée même, voilà, sur le diable. Très, très bien faite, bien imprimée, magnifique, que tous les grands amateurs de science-fiction connaissaient. C'était le côté sérieux qui entrait et qui s'imposait, je dirais, pour un art qu'on estimait mineur. Il y a une vraie volonté de réflexion critique sur la science-fiction. La photo a été prise à la Kunsthalle à Berne, à l'inauguration de l'exposition science-fiction le 8 juillet 1967. L'impact, l'influence de Pierre Versin, ils sont multiples, puisqu'il a travaillé quand même pendant une période de 25 ans sur la science-fiction. Donc ça s'est fait à plusieurs niveaux, quoi, vraiment, quoi, cet impact. Le fait de se tourner vers le grand public aussi, puisqu'il a fait Le Passeport vers l'inconnu, qui était cette émission radiophonique sur Radio Genève, grâce à laquelle, en fait, il a aussi eu beaucoup de contacts avec les auteurs américains ou anglo-saxons, puisqu'il faisait traduire, ou il traduisait lui-même, des nouvelles qu'il mettait en ondes ensuite. Alors là, on a travaillé tous les deux. Là, on avait travaillé toujours ensemble. On adaptait des textes de science-fiction, évidemment, en ayant demandé naturellement les autorisations aux auteurs. On adaptait ceux des Américains. Il a toujours eu des relations avec les éditeurs, les libraires, les artistes, les écrivains, etc. D'ailleurs, on a écumé tous les magasins qui vendaient des livres anciens, que ce soit Lausanne, Aigle et compagnie, et on cherchait les bandes dessinées de science-fiction, les livres, c'était formidable. Quand on allait à Paris, on achetait des choses et puis on les rapportait. On a découvert la balance parce qu'il y avait une pub dans la revue Fiction, et quand on était à Paris, suivant la pub, on a été à la librairie de la Balance pour voir ce que c'était. La librairie L'Atome de Valérie Schmitt, qui était à Paris dans les années 50,
le lieu de réunion de tous les amateurs de science-fiction, à commencer par Boris Vian, Jacques Sternberg, Guamard, Klein, Doré-Mieux, toute l'équipe qui a ensuite travaillé à Fiction et dans d'autres revues spécialisées. C'est Versin quand il était à Primrose, donc à Lausanne, en 1959. C'est au début de l'époque où je l'ai connu. Et à la fin, il y a eu une nouvelle série d'ailleurs, publiée jusqu'en 1967. Pierre Versin avait déjà publié un travail préliminaire intitulé « Les marges ». Il s'agit d'une liste d'écrivains et d'œuvres commençant par la lettre A, sorti en 1960, mais il n'est paru que cette lettre A. En fait, tous les renseignements figurant dans ce volume « Les marges » ont été utilisés pour la rédaction de l'encyclopédie. Cet objet tout à fait étonnant qu'est l'encyclopédie, qui est à la fois, au fond, une espèce de répertoire de toutes les imaginations humaines passées, présentes et à venir. Ce qui me touche beaucoup, disons, à l'évocation de Pierre Versin, c'est de penser à l'objet qui nous reste de lui, une espèce d'ovni avec lequel, un soir de novembre 1972, on l'a vu partir comme ça dans la nuit, tout petit, avec cet énorme livre. Il y avait consacré au moins 15 ans et certainement beaucoup plus. Et l'objet lui-même est un objet extraordinaire du point de vue de l'édition. Il fallait un homme un peu fou et assez passionné pour se lancer dans cette entreprise. Dimitrievitch, qui était devenu directeur des éditions L'Âge d'Homme, je ne me souviens pas comment il a demandé à Pierre, ou Pierre lui a proposé, je ne sais pas, de faire cette encyclopédie. C'est quelqu'un qui était devant la littérature et devant la création, devant l'aventure singulière de tous les écrivains qu'il a publiés. Il a senti quelqu'un qui, avec une espèce de candeur et de vraie folie, d'abnégation totale, était voué à cette œuvre-là. Ce livre, c'était sa vie, c'était la cristallisation de sa passion. Et quand il est parti avec la chose sous le bras, on avait vraiment l'impression qu'il avait justifié sa vie. Et puis je l'ai déménagé pour aller à Yverdon. Et puis lui s'est installé à l'hôtel de l'Ange, avant d'avoir cette maison à Rouvray. Il a vraiment installé toutes ses collections, etc. Il a recommencé une nouvelle vie. Et là, il ne faisait que travailler pour cette encyclopédie. J'avais été sollicité pour aider Pierre Versin, qui en était à la fin de la composition de l'encyclopédie. Tout de suite, je suis entré dans une sorte d'univers parallèle avec un petit bonhomme qui vivait dans un monde qu'il avait construit, pour ainsi dire, de A à Z, qui était un monde de livres au milieu d'une nature magnifique, qu'il ne voyait pas d'ailleurs. Pour chaque livre, pour chaque information, il préparait des notes. C'était sa manière de travailler. Il y avait un côté fébrile, il y avait un côté tout à fait passionnant parce que je le voyais composer. Il avait un système de fichiers tout à fait extraordinaire. Il avait inventé et mis au point son ordinateur. C'était des feuilles avec un certain nombre de trous et puis avec une aiguille à tricoter relativement longue, n'est-ce pas ? Il pouvait aller puiser en disant « fin du monde », par exemple. La fin du monde, c'était le trou numéro 3 à gauche. Il enfilait son aiguille, il secouait un petit peu, et là, on avait toutes les notes qui restaient sur toutes les fins du monde connues par lui, etc. Et dans le fond, c'est grâce à ces notes-là qu'il a pu, par la suite, écrire son encyclopédie. Il les alignait sur sa table et il composait disons, à haute voix, sans préparation de texte, ces articles. Et je les rédigeais au fur et à mesure. Il avait quelque chose de spontané.
C'était pas un écrivain, disons, académique qui soignait la phrase. Il avait, puis là, il y avait vraiment un rodage, puisqu'il y avait des années qu'il préparait ce livre. Et c'est là où son talent d'encyclopédiste devenait extraordinaire, c'est qu'il imposait une vision et un style, le sien, sur les auteurs, sur les histoires. Voilà, par exemple, quelques textes de l'encyclopédie manuscrits. On voit qu'il avait une petite écriture, presque illisible, assez belle d'ailleurs. Et alors, chaque article ainsi composé était tapé à la machine d'abord, n'est-ce pas, comme ceci. Ensuite, composé, et puis corrigé à nouveau avec les corrections mises en place avant de devenir, disons, une page d'encyclopédie. Là, on voit quelques corrections également. Des tables qu'il fallait préparer, enfin bref. C'est les racines géométriques et les signes sélénitiques. Donc ce sont des signes des habitants de la Lune. Cette définition très large de conjecture romanesque rationnelle, qui exclut évidemment le terme qui n'existait pas à cette époque-là, mais l'imaginaire en tant que tel, qu'il existe aujourd'hui, donc le fantastique, le merveilleux, etc. La conjecture d'abord, parce que l'auteur d'une conjecture romanesque rationnelle, quelconque, même non littéraire, eh bien, il va extrapoler à partir de quelques éléments de la réalité, de la société, de la technique. Cette démarche, elle est donc une démarche d'extrapolation. Est-ce qu'elle a une intention, une visée? Oui, et c'est là qu'on retrouve romanesque. Cette visée, c'est de produire par l'imagination guidée d'une certaine manière un résultat qui soit un roman, qui soit un film de fiction, qui soit une nouvelle, qui soit éventuellement une œuvre musicale ou quelque chose de ce côté-là, rationnel. Eh bien, ça, c'est le cadre de la démarche d'extrapolation ou sa règle. Il faut que cette extrapolation soit menée selon des règles rationnelles. Ça peut être pseudo-rationnel. Ça peut n'avoir que les apparences du rationnel. Le voyage dans le temps est une stricte impossibilité scientifique. Pourtant, il n'est pas irrationnel, parce qu'il y a là quelque chose de lié profondément à certaines formes de l'esprit humain. Un critique qui lui demande si la science-fiction est un genre, Versin dit que non, ce qui se discute d'ailleurs, parce que les libraires et les bibliothécaires le considèrent bel et bien comme un genre localisé sur des rayons particuliers. Enfin, lui dit que c'est plutôt un état d'esprit qu'un genre. Et c'est un état d'esprit qu'il avait délimité par justement Jules Verne en disant aux personnes qu'il rencontrait « Avez-vous lu Jules Verne ?» « Oui. » « Est-ce que vous avez préféré Michel Strogoff ou De la Terre à la Lune ?» Et à partir de là, il classait en deux camps. Ceux qui avaient préféré De la Terre à la Lune étaient mûrs pour la science-fiction et les autres pas tellement. On voit par exemple qu'il accorde une grande attention à Barbarella. Bon, on ne peut pas dire que Barbarella, du point de vue de la science-fiction, soit extrêmement importante, mais on le voit s'attacher plus à ces formes très populaire, disons, d'une libération, d'un certain érotisme. Son esprit science-fiction, qui était partagé par Richard Schliemann, qui était partagé par des gens comme Rolf Kesselring et d'autres encore, Roland Topor, était mêlé, disons, d'humour, de révolte, de refus d'obtempérer. On a en arrière-plan des journaux comme Charlie Hebdo, comme Harakiri, comme Le Canard enchaîné. C'était aussi ça
disons, l'esprit, pas l'esprit SF au sens strict, mais enfin, il y avait cette rêverie, ce refus, disons, anarchisant d'admettre les choses. Mais il est en plein dans la mouvance de la contre-culture des années 60. Et ça correspond aussi à une bascule dans la littérature américaine notamment, mais aussi européenne par la suite, qui va voir au fond les genres, entre guillemets, populaires, devenir de plus en plus admis au fond, et par la critique et par l'université, même si souvent on sent chez Versin un désir au fond de légitimité, puis une certaine impatience au fait qu'on considère la science-fiction comme au fond le refuge des mauvais écrivains, comme le polar. Le 30 septembre 1964, Versin a constitué un bureau international d'études du futur, abrégé BIEF. Le domaine d'activité du bureau est constitué par l'expression humaine lorsqu'elle s'attache à extrapoler, sagement ou non, rationnellement ou non, chaque partie est l'ensemble de ce qui forme la connaissance cristallisée, soit ce qu'on appelle presque toujours, avec impropriété, utopie, anticipation, science-fiction, fantastique, etc., sous quelque formulation que ce soit. Roman, essai, bande dessinée, poésie, jeu, musique, théâtre, objet de consommation courante, nouvelles, arts plastiques, etc. Et puis après, on avait un appartement qui était assez grand, mais enfin qui était un appartement pas aussi grand que celui-là, loin de là. Donc on n'a plus assez de place pour mettre les livres. Par exemple, c'est comme ça qu'a eu lieu le musée, parce que quand on s'est séparés, on s'est dit on va pas séparer notre collection. On n'a pas fait tout ça pour ensuite la séparer en deux, comme font souvent les gens qui divorcent. Non, on a voulu la laisser ensemble et c'est comme ça qu'on a fondé la Maison d'Ailleurs. Et pourquoi la ville d'Yverdon? Parce qu'à ce moment-là, il était à Rouvray. Au fond, ma présence chez lui, avec lui, a coïncidé avec un problème qui se posait depuis très longtemps, qui était le devenir de sa collection. C'est là qu'il a envisagé de trouver une institution durable à qui laisser le tout. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a comme institution durable? Les villes. La Maison d'Ailleurs s'est créée parce que tout le matériel accumulé par Pierre Versin devait être placé quelque part, devait être utilisé par d'autres que lui. Et lui, il avait en quelque sorte terminé de l'utiliser d'une certaine manière. Il restait évidemment à le cataloguer, à le développer et autres. La Maison d'Ailleurs, c'est devenu un moyen pour lui, c'est un moyen de mettre à disposition et de partager en fait sa fabuleuse collection qu'il avait entamée au milieu des années 50. Et puis alors, il y a eu un épisode quand même assez difficile pour lui, c'est qu'il avait une pension alimentaire de l'État français pour avoir été interné dans les camps de travail. Et cette pension en francs français, à un moment donné, ne suffisait plus pour vivre. Ça n'était plus tellement possible. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de retourner au pays. Il avait donné sa collection à la ville d'Yverdon. Je crois que pour lui, avec l'encyclopédie, la boucle était quand même un peu bouclée. Et peut-être qu'il sentait que c'était le moment que ce musée soit porté par quelqu'un d'autre. Lui, il arrive, il le fabrique, il le fait, il donne sa collection, il donne le sérieux de l'histoire. Et à partir de là, pour pas que ça sombre dans l'oubli, il faut qu'il soit repris. Et son œuvre l'a dépassé, que ce soit l'encyclopédie ou le musée. Il était à la fois détaché du musée et encore très intéressé par le domaine d'activité quand même, quoi. Non pas ce que le musée faisait, mais ce que la science-fiction représentait quand même. Donc je sentais que ce mode de réflexion était toujours très présent dans son esprit. Nous avons ici dans le journal 24 heures du vendredi 20 avril 2001
l'article nécrologique consacré à Pierre Versin qui est parti pour ailleurs. Je me souviens que la première chose que je lui ai dite, heureusement c'était en 2001, il avait vu l'an 2000. Parce que pour nous l'an 2000 c'était comme si vous souhaitiez vous voir l'an 3000 si vous voulez.